And here we go. In 10, voilà, plus que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition and liftoff. Liftoff of the Falcon 9 rocket with Crew Dragon Freedom carrying Crew 12 to the International Space Station. Falcon 9 has cleared the tower. Falcon 9 rocket passing through max Q. Point of greatest aerodynamic pressure on the vehicle. Falcon 9 traveling faster than the speed of sound. Now throttling back upon the Merlin engines, passing through max Q. On est donc passé en pression dynamique maximale. Thermal conditioning of the Merlin vacuum engine on the rocket's upper stage. Coming up on a few events in fairly rapid succession here. We'll see first stage main engine cutoff or MECO. Rapide, nous allons voir l'extinction des moteurs principaux qui sera suivie de la séparation des étages. Le premier étage va se renverser et le propulseur commencera à travailler. Nous sommes à peu près à 10 secondes de ce moment. MECO. 2 Alpha. Extinction des moteurs principaux. Copy, 2 Alpha. Stage separation confirmed. Séparation des étages confirmée. MVAC ignition. Allumage du second étage. Really nice views of the boost back burn Très belle underway. vue. The two plumes interacting with each other to create this Vous nebula-like voyez effect. cet effet de A little lumière more than 3 minutes into nébuleuse. flight. Nous sommes à 3 minutes à peu près du décollage. The boost back burn set to end in a little more than 10 seconds. Le booster va redescendre dans environ 10 secondes. Dragon SpaceX nominal trajectory. Trajectoire nominale, c'est-à-dire conforme. Dragon copy. A little more than 4 minutes into the mission now. We're Nous sommes à 4 minutes coming up to du the next décollage. milestone, which is the start of the 3-engine entry burn in just about 2 minutes. Dans 2 minutes environ, nous allons voir les 3 moteurs d'entrée. The first stage booster be
Le booster 1101 is du making its premier way back étage to landing zone 40. retourne sur la It'll be zone the first d'atterrissage. booster to touch down at Ce that sera landing le site. premier booster, le premier propulseur à atterrir à cet endroit. Dragon copies, nominal. Et peut-être que eux-mêmes vont basculer, ça va continuer. 5 minutes, 20 seconds into the mission so far. Nous We're sommes à 5 now minutes 20 less than a minute secondes du away from the décollage. Nous start of sommes à that moins d'une 3-engine minute entry burn. du moment où les 3 moteurs vont intervenir. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Trajectoire normale. Dragon copies. Good confirmation of a nominal trajectory, and we are now Confirmation less de than 20 trajectoire seconds normale. away from the start of the entry burn. Nous sommes à quelques secondes de About l'allumage 5 de seconds rentrée. to the entry burn. 5 secondes de l'allumage de rentrée. And a good view of that entry burn. Une bonne vue de Now l'allumage wrapping de up. rentrée, du ralentissement avant de traverser l'atmosphère. Coming up next will be the single engine landing burn, which will Ensuite, take nous B verrons l'atterrissage du 1101 moteur down for unique. touchdown, marking the first return of a booster. Ce sera la première fois qu'un booster revient à cet endroit. Trajectoire normale. Dragon copies. First return of a booster to landing zone Donc c'est la 40. première fois qu'un booster You can see the retournera au lights pas of the de Space lancement Coast 40. coastline Vous pouvez voir la côte. coming more into À view as l'image. the booster makes its way back to Cape Canaveral Space Force Station. Alors que le booster retourne à la station de lancement. All eyes on landing zone 40 and Tous les yeux sont fixés sur la Good zone tracking shots. d'atterrissage 40. Stage 2 FPSSA. and a great sonic boom. Et un grand boom sonique. Partie l'étage 1 en fait de la fusée Falcon 9 qui vient de ratterrir sur Terre. And the very Ce que first vous venez de landing at voir, c'est très important parce que ça divise par 3 le coût de la conquête spatiale, rien que ça. Into flight. L'atterrissage a lieu 8 minutes après le départ. The recovery of the booster, of course, La the secondary récupération du booster goal for this mission today. est The un first is objectif to make secondaire sure de la that mission we d'aujourd'hui. Le get premier sent safely objectif étant bien on our sûr way que to the la International mission Space Pro 12 Station. soit envoyée en toute sécurité vers l'ISS. That call, meaning that the L'annonce upper que nous stage venons engine that you d'entendre see here on indiquait the que le screen moteur is du about second to complete étage its first burn. allait faire ce qui était prévu. Copy, Shannon. About 10 seconds away to engine cutoff. That call for Les Shannon moteurs seront is a coupés dans 20 reference to secondes Shannon, environ. Ireland. This is the final abort zone that the Dragon and Falcon 9 upper Stage 2 stage shutdown. have passed. You just heard the call for engine shutdown. On vient d'entendre l'annonce de coupure du moteur. Dragon, SpaceX, we have a nominal orbit insertion. Entrée en orbite normale. Dragon copies, nominal insertion. Wonderful ride. All stations, launch escape system disarmed. Système d'évacuation d'urgence au lancement désarmé. And with the achievement of a nominal orbit, Et maintenant que nous avons une orbite
nominale, une orbite. Crew on board Dragon Freedom Normal. now getting their first real experience with Les membres microgravity de on the l'équipage font leur première expérience de la microgravité. J'espère que nous verrons ce qui se passe dans la cabine assez rapidement. Vous voyez la séparation de Dragon. Dragon Freedom. Dragon separation confirmed. Séparation de Dragon confirmée. Dragon copies. Dragon Freedom, Chief Engineer, Jessica, Jack, Sophie, Andre, welcome to orbit. On behalf of the Bienvenue en entire orbite. Falcon team, we thank you for flying Au the nom de Falcon toute 9. l'équipe, nous Dragon vous will take you from remercions. here. Over to our launch director for a few words. Le directeur de lancement va prononcer quelques mots. Il semble que le vendredi 13 soit un très bon jour. Jessica, Sophie, André, Jack, c'était un grand plaisir de travailler avec vous. Bonne chance et merci. Micro vert d'air. Micro vert. Là, C'est les vrai, images c'est sont vrai. absolument, Ouais, c'est absolument magnifiques. Donc vous avez le Dragon Crew, donc c'est la capsule dans laquelle sont les 4 astronautes, qui est maintenant en orbite autour de notre planète. La vitesse, vous l'avez, Guillaume, sur le site Ouais. de la NASA. On est à combien là? On est à 27 000 km/h, Voilà. précisément à 199 km d'altitude. Et donc, comment... Alors, on sait que ça va prendre 30 heures pour rejoindre l'ISS. Je précise que l'ISS est à 400 km d'altitude. Dragon Crew, là, ils sont à 200 km/h. Pardon, 200 km d'altitude. Et ça va mettre 30 heures pour franchir ces 200 km de plus et rejoindre l'ISS. Ils vont faire le tour de la Terre combien de fois? Est-ce qu'on le sait, ça, Christine? Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Je vais être honnête avec vous. Je voudrais pas vous donner un mauvais chiffre. Ok. C'est 16 fois par 24 heures. Donc en faisant une règle de 3, on arrive à peu près à déterminer une vingtaine de fois. Une vingtaine de fois le tour de la Terre avant d'arriver à proximité et à vitesse équivalente de C'est ça, surtout. la C'est qu'il Station faut Spatiale Il faut Internationale. qu'ils soient sur la même orbite, Ouais. à la même vitesse. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant parce que quand on voit les images de l'arrimage, on a l'impression que tout est très lent. Non, mais c'est juste... Mais en fait, ils sont tous à des vitesses déplacent à la même incroyables. Et il faut qu'ils soient vraiment coordonnés Ouais. pour qu'il n'y ait pas de choc. Alors, peut-être préciser aussi une chose en matière d'accélération. On passe très vite d'une vitesse, disons, de 7000, 8000 km/h à ces fameux 27, 28 000 km/h parce que, justement, plus on s'élève, moins il n'y a de résistance à l'air, c'est ça, Didier? Oui, de frottement. la poussée, effectivement, donc on a ce moment fatidique qui a été évoqué, le max Q, c'est-à-dire le moment de pression aérodynamique maximale. Oui. C'est là qu'on va le plus vite et qu'on a le plus de contraintes de l'atmosphère autour. Donc ça, c'est une étape cruciale, assez dangereuse et qui s'est passée sans encombre. Et puis ensuite, effectivement, on a de moins en moins de pression aérodynamique. Ouais. Ça continue de pousser aussi fort, voire plus fort. L'accélération est continue. Ils sont toujours à 4G. Donc 4G, c'est 4 fois son poids, en fait. Donc ils sont quand même assez oppressés pendant toute cette phase-là. Plus maintenant. Là, c'est zéro gravité. Alors, Là, toute la presque. partie- Micro-gravité. Là, toute la partie dangereuse du décollage est passée. Christine, vous qui l'avez interrogée à plusieurs reprises, Sophie Adno, donc la Française Sophie Adno, colonelle dans l'armée de l'air française, est désormais officiellement astronaute. Oui, elle a franchi ce qu'on appelle la ligne de Kármán, qui a été arbitrairement fixée à 100 km/h. 100 km d'altitude, 100 km. 100 km, Ouais. pardon, au-dessus de la surface de la Terre. Donc, à partir du moment où vous franchissez cette limite, vous avez officiellement le titre d'astronaute. Donc, ça y est, Sophie Adno est réellement une astronaute. Ouais. Et je pense même qu'elle a dû enfin pouvoir accomplir ce dont elle rêvait. Elle nous avait dit que le moment qu'elle attendait avec impatience, c'était le moment de pouvoir débrancher ouvrir sa ceinture de sécurité pour pouvoir vivre la pesanteur et pouvoir voler dans la capsule. Et là, je pense qu'elle est en train de vivre ce moment qu'elle attendait depuis toujours. Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec nous là ou pas?
les astronautes à bord de Dragon Crew Avec en ce les moment-là. journalistes, non, mais avec le sol, nous, oui. avec nous les terriens, avec nous les terriens. Je posais une question, Oui, c'est qu'on a Arlette. plus d'image de l'intérieur. On a eu deux images assez furtives de l'intérieur de la cabine, et je me demandais effectivement à Christine s'il y avait un délai d'attente, avant de montrer une image. Non, il n'y a pas de... Là, ils ne sont pas encore assez hauts pour qu'il y ait peut-être une microseconde, mais c'est pas énorme. Il n'y a pas c'est pas comme avec Mars où il y a 20 minutes de... Bien sûr. Voilà, Non, mais en Bon. plus, oui, On voit sur délai. ces sublimes images, on ne s'en lasse jamais d'ailleurs, les images de l'espace, Didier, vous êtes d'accord, les passionnés. Une masse nuageuse très conséquente. Je me demande si c'est pas la France en dessous avec toute la pluie qu'on prend sur la figure depuis quelques jours. Allez, une petite plaisanterie rapidement. Bon, là, c'est parti pour 30 heures. Hein. C'est parti pour 30 heures. Et je pense qu'ils ont quand même un atout incroyable, c'est la vue. C'est que par le hublot, ils vont pouvoir voir la Terre. Et je pense qu'ils attendent tous, en particulier ceux qui, comme Sophie, font leur premier vol. C'est le moment qu'ils attendent, c'est de regarder par le hublot et de voir la Terre. Bien sûr. Enfin, d'avoir cette vision incroyable qui est... Et notre étoile, alors là, on la voyait sur l'image précédente, le Soleil, notre étoile, la voyez en haut à droite de votre image. Évidemment, dès que vous êtes sorti de l'atmosphère, il est beaucoup moins amical. Il est tout blanc, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, violent, c'est qu'il faut s'en protéger. Le Dragon Crew, comme tous les vaisseaux spatiaux, doit être conçu, au même titre d'ailleurs que les scaphandres, hein, pour empêcher les radiations. Est-ce que vous pouvez raconter ça? Alors, Rayonnement solaire. Rayonnement. Là, vous êtes qu'à 400, même pas, et eux sont à 200 km de la Terre. Vous êtes encore un petit peu protégé quand même par le bouclier magnétique. Par le champ magnétique. Bon. Vous l'êtes un peu moins que si vous êtes au sol sur Terre où il y a l'atmosphère, mais vous avez encore quand même le bouclier magnétique terrestre qui vous protège. Mais une fois dans l'ISS. Et dans l'ISS aussi. Ça ne sera pas le cas pour les missions lunaires, par contre. Les futures missions lunaires, là, il faudra prévoir des scaphandres. Oui, alors le seul cas où en fait on peut avoir un danger lié aux radiations dans la station spatiale internationale, c'est quand on a ce qu'on appelle des éruptions solaires, des éjections de matière coronale, qui sont des particules émises par le Soleil, qui est donc très actif en ce moment. Il fait son champ magnétique fait des boucles, et à un moment il se rompt et libère ces particules. Et ça peut être dangereux. Bon, maintenant c'est très très suivi. On a plein de satellites qui justement suivent cette météo solaire, on va dire, et normalement il y a des espaces dans la station qui sont un peu, on va pas dire blindés, mais qui sont recouverts de sans doute protégés, qui permettent d'absorber une partie de ces radiations. Et si vraiment c'est une éruption de classe exceptionnelle, là on rapatrie tout le monde. Voilà. Mais, ça n'est jamais arrivé. C'est ce qui fait qu'on voit des aurores boréales magnifiques en ce moment même. Absolument. Sur les pôles. Absolument. On est solaire. Au pic du cycle d'activité solaire de 11 ans. Oui. Non, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais j'ai vraiment une question de néophyte, parce qu'il y a un gros programme, 8 mois dans l'espace. Elle va sortir dans l'espace, Sophie Adno? On ne sait pas encore. On ne sait pas. Il y aura certainement des sorties dans l'espace de prévues. Est-ce qu'elle en fera une? Pour l'instant, on ne sait pas encore. En tout cas, elle a la qualification. Elle a la qualification, elle est capable de le faire. Bon, on revoit, alors là, la NASA rediffuse l'image du décollage, le moment du décollage. D'ailleurs, c'est vrai, je voulais vous poser la question, parce que ceux qui sont passionnés par la conquête spatiale se souviennent forcément de ces décollages dans les années 60, 70, même 80, avec une gerbe de feu, vraiment, le terme explosion contrôlée était adapté, et puis la fusée s'extrayait d'une sorte de mer incandescente. Ce n'est plus le cas. Là, on a le sentiment que c'est vraiment un tir très précis. En fait, les tirs les plus spectaculaires étaient ceux de la Saturn V qui emmenait les hommes sur la Lune. Pourquoi? Parce que justement, elle avait une poussée énorme, mais qui compensait à peine le poids de cette fusée qui était gigantesque, qui allait sur la Lune, donc elle est quand même beaucoup plus loin. Et donc, pendant plusieurs secondes, on voyait effectivement de la fumée, on entendait l'onde de choc, on était secoué par l'onde de choc, même quand on était à des kilomètres de là. Et puis, à un moment, on la voyait quand même finir par décoller. C'était absolument dantesque comme spectacle. Ensuite, les lanceurs ont gagné en efficacité, donc finalement le décollage se faisait beaucoup plus rapidement quelque part. Mais je crois que, de témoignages de première main, les Saturn V étaient vraiment les engins les plus spectaculaires à voir décoller. Mais du coup, Artemis, la prochaine mission vers la Lune, ça ressemblera davantage au décollage de Saturn V ou de Falcon 9?
Alors c'est une technologie qui n'est pas la même que celle de Falcon. Donc ce sera ce sera quand même assez rapide. Hein. Les Saturn V, on fait plus du tout ça et on prend plus ce risque en fait d'avoir une si faible différence entre la poussée et la masse à propulser. D'accord, ok. Oui, Pascal, Non, ça nous rappelle des souvenirs. Je me rappelle d'un certain Jean-Paul Chapelle avec Michel Enfrol. Oui. Jean-Pierre Chapelle, pardon. Ouais, Jean-Pierre Chapelle, Michel Enfrol. Ce sont les premiers lancements. Je vous laisse la parole, mais ce sont les toutes premières images rendues publiques par la NASA en direct. De l'intérieur du Crew Dragon. Donc là, est-ce qu'on reconnaît Sophie Adno? Voilà, c'est Sophie Adno. Devant nous. On peut peut-être écouter, non? Species preservation and international diplomacy and a pivotal character in my childhood. Mushrooms, fungi, are the great decomposers, with all life on Earth depending on them to keep our soils healthy and food web functioning. I chose a moon that my daughter hand crocheted. Each color woven into the design. J'ai choisi un dessin que m'a fait ma fille, qui représente un des membres de chacun représente plusieurs membres de la famille. Cela me permettra d'avoir de bons souvenirs pendant mon voyage. Bananas are the world's most common fruit, ordinary fruit shared by billions of people across. Alors là, il s'agit de fruits qui sont partagés par pratiquement tout le monde. Of kitchens and homes, a familiar piece of earth drifting weightless with us. Я выбрал свою часть, потому что именно эта штуковина напоминает мне об одном из художественных фильмов времен еще Советского Союза, который я смотрел в детстве. И я на самом деле предлагаю попробовать вам угадать, что это за фильм. Буду рад где-нибудь от вас это услышать. We present to you Planet Gaia and her moon. Nous vous présentons la planète Gaïa et notre lune. We copy Dragon, and with that, I can let you know that we had nominal GNC checkouts. Our next burn is our phasing burn per your forward view. Copies will be monitoring. Jean-Pierre Chapelle et Enfrol. Alors, vous avez vu, ils ont chacun un petit objet, en fait, Christine. Oui. C'est intéressant. Alors, on a l'impression que celui de Sophie Adno, c'est une espèce de représentation d'un système planétaire. Moi, je dirais plutôt un système planétaire qu'un système solaire, mais enfin, on regardera. Avec Jupiter et Saturne. Pourquoi ils ont chacun un petit objet, Christine, comme ça? C'est tout simplement pour vérifier le degré d'apesanteur dans la capsule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet objet qu'ils ont avec eux commence à s'élever, ça veut dire qu'ils sont en gravité zéro et que donc ils sont en apesanteur et que c'est le moment qu'elle attendait où elle pourra flotter dans l'espace. Donc ils ont toujours un petit repère comme ça. Généralement, c'est un petit jouet, une petite peluche. Vous avez réussi à déchiffrer les échanges qu'on a pu entendre tout à l'heure. Alors c'est à la radio, là, on entend la qualité un peu moins bonne que celle à laquelle nous sommes habitués. Vous avez pu ou pas, vous, Christine, entendre un peu? J'avoue que j'ai un petit peu de mal parce que... De toute façon, on constate bien, c'est une grande différence aussi, hein, Didier, avec l'époque Apollo, Saturn V, etc. Là, la com prend peut-être encore davantage de place. En tous les cas, on a le sentiment que ces astronautes à bord de Dragon Crew, là, leur rôle pour l'instant, hein, bien sûr, hein, c'est surtout de participer de la communication, d'avoir ces échanges, puisque tout est automatisé, sauf en cas de pépin. Ils sont capables de reprendre la main, mais effectivement, pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à faire, c'est vrai. Là, ils voyagent, comme nous, quand on prend le train, on est dans le train, on prend un bouquin, on prend une tablette avec un film, on s'occupe. Eux, c'est un petit peu pareil, là, ils vont... En plus cher, en un peu plus cher. On est un peu plus cher, et puis un petit peu plus technologique plus utile aussi, quand même. Peut-être. Il y a une dimension qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a quand même 2 Américains, un Russe, une Européenne. C'est pas le début d'une blague, hein. Non, c'est un espace de coopération géopolitique extraordinaire quand même. Le spatial est un des derniers domaines où la coopération internationale marche, même en période de crise, et même au plus fort
de la guerre en Ukraine, on a eu encore des commandants ukrainiens qui passaient le relais à des astronautes russes. Je me souviens d'ailleurs au moment, juste après le début de la guerre en Ukraine, à l'époque, le commandant de la station était un Ukrainien et il a passé le relais à un Russe. Et il lui a passé la clé de la station en lui disant bon, j'ai entendu dire que sur Terre il y avait quelques petits soucis, mais il faut savoir que ici là-haut, on est tous des terriens. Ouais. Et oui, mais c'est ça qu'ils ils parviennent vraiment à faire abstraction de la réalité politique terrienne une fois qu'ils sont ensemble comme ça soit dans la capsule qui les y emmène, soit dans la station spatiale internationale. Disons que eux, tout seuls, ils y arrivent. Le problème, c'est qu'ils ont des directeurs d'agence au sol qui des fois les briefent un peu. Quand il y avait eu à une période au plus fort de la crise ukrainienne, on avait demandé aux Russes d'aller se mettre dans leur segment à eux et de pas trop se mélanger avec les autres. Voilà. Mais il faut savoir qu'ils s'entraînent tous ensemble. Ouais. Ils se connaissent tous, ils s'entraînent ensemble depuis des années. Donc, c'est une communauté, quoi. Voilà, les nationalités, ça passe très haut, quoi. Ils ne font pas que cohabiter. Je veux dire que l'espace, c'est quand même hostile. Il y a quoi, quelques centimètres de métal qui les séparent du vide, du soleil, de l'espace. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas d'entraide, c'est la mort. Ouais. On est d'accord. Ensemble. Mais enfin, si jamais les Américains, Mayer et Hathaway, venaient à peut-être pousser leur avantage dans l'International Space Station, sans doute que Sophie Adno leur dirait « for sure ». For sure. For sure. Avec des lunettes, évidemment, David. Sans doute. Bon, ce sont toujours des moments qui génèrent une réelle émotion, parce que Christine le disait tout à l'heure lorsque je lui demandais si ça valait le coup. C-O-U, accent circonflexe T. Est-ce que ça valait le coup ? Parce que au fond, on va de l'avant. Bien sûr, on va de l'avant au niveau technologique, on va de l'avant au niveau scientifique, parce que toutes les expériences qui sont faites dans ce gigantesque laboratoire qu'est la Station spatiale internationale, elles durent sur plusieurs missions. C'est pas Sophie Adno qui monte avec une mission et avec une expérience et qui redescend avec. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des expériences là-haut et chaque astronaute qui monte continue à la faire. Travailler. Enfin, elle en a une quand même, Sophie Adno, avec des écoliers français. Français. C'est quoi, Guillaume ? C'est intéressant. D'ailleurs, c'est une dimension qui est extrêmement frappante chez cette astronaute, qui est quand même officiellement maintenant une astronaute extraordinaire, qui est Sophie Adno. Cette dimension de susciter des vocations, cette dimension de transmission, de partage. Il y a aujourd'hui 4500 écoles en France, du CP à la terminale, qui participent à une expérimentation parallèle avec ce qui va se passer dans l'ISS. C'est-à-dire ? En gros, on fait pousser des petites plantes à l'intérieur de la station, on fait pousser des petites plantes en parallèle dans ces 4500 classes, et on voit quels sont les effets de la gravité et de la lumière sur la pousse de ces plantes-là. Et on pourra étudier de manière très très comparée et très scientifique comment une plante pousse sur la planète Terre et comment une plante pousse en apesanteur. Ça nous servira lorsqu'on ira sur la Lune et plus tard sur Mars. Vous, puisque vous allez candidater, ça vous servira de savoir si les plantes, elles poussent au bon moment et au bon endroit et de la même manière. Si vous allez sur Mars. Non, mais je vais candidater, mais mes chances d'être sélectionné sont faibles. Je suis lucide. Faut y croire. Oui, mais elle dit le mot rêve, Sophie Adno. Elle dit le mot rêve, et c'est ça qu'elle veut transmettre à tous les enfants. Ouais. Elle parle de rêve, elle l'a eu depuis le plus jeune âge. Ouais. Et le déclic se produit quand elle voit Claudie Aigneret, en 1996, de Baïkonour, qui décolle avec sa fusée Soyouz, et là elle se dit moi aussi, moi aussi, j'en serai une, et ça y est, elle l'est. Elle fait aussi la démonstration de la différence justement entre un rêve et un objectif. Son objectif c'était d'être pilote. C'est l'implication. Son rêve c'était d'aller sur dans cet espace, dans cette ISS. C'est ce que vous expliquez. Oui, elle nous avait dit, il y a l'objectif et il y a le rêve. Être astronaute, c'était le rêve. Donc, pour atteindre ce rêve, il fallait déjà remplir plusieurs objectifs. Et elle nous avait donné d'ailleurs un petit peu sa philosophie. Elle nous avait dit, moi, le but que je me suis fixé, c'est qu'à chaque étape, il faut que je sois heureuse. Ah, voilà. Comme ça, si jamais le rêve ne se réalise pas, c'est pas grave, parce que je serai heureuse quand même. Comme Pascal Péril a la même méthode. Allez-y, non, moi je suis un peu pris de vertige, je partage cette réflexion avec vous. Christine, notre univers a 5 milliards d'années. Les 2500... Non, pas notre univers, notre système solaire. Notre système solaire. 13 milliards. L'univers, c'est un peu plus de 13 milliards. 13 milliards. Bon, système solaire, pardonnez-moi, les mots ne sont pas suffisamment précis probablement, mais c'est le sens de la réflexion que je veux vous faire. L'épopée humaine, c'est 2500 à 3000 années. On a appris
en si peu de temps, comparé à l'immensité du temps de notre système solaire, on a appris à naviguer, à traverser les océans, on a appris à voler, et là, on est en train de franchir des limites exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on fait des choses. Le progrès, la réflexion que je me fais, c'est que le progrès et le génie humain, grâce aux mathématiques notamment, a été tellement exponentiel au cours des dernières années. J'ai l'impression d'appartenir à titre personnel, je suis né à la fin des années 50, au début des années 60, d'avoir été le témoin d'une des plus belles époques de notre aventure humaine, parce que tout y est. La conquête, la médecine, la sécurité, enfin tous les progrès sont là, si vous voulez, en si peu de temps. Le temps, Pascal, j'abonde simplement dans votre sens parce que c'est assez magnifique comme réflexion, mais je ne sais pas si vous êtes né en 1961, peut-être un peu avant, mais c'était Yuri Gagarin, en 59. le premier homme dans l'espace, c'est 2 ans après votre naissance. Donc vous êtes contemporain en fait de cette avancée, de ce progrès. Ça n'est que 1961 le premier homme dans l'espace. Il y a à peine 60 ans de différence entre le premier saut de puce de Clément Ader et le premier homme sur la Lune. Oui. Oui. 59, c'est Spoutnik, non? Et 1961, c'est Yuri Gagarin. C'est Yuri Gagarin. Parce que par rapport à la date de naissance de un héros de l'Union soviétique. On envoyait effectivement des fusées, avant d'envoyer Yuri Gagarin. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. C'était la chienne Leica, si vous vous rappelez, qui avait fait le tour, et puis était revenue, etc. Guillaume, c'est un moment rare. Hein. Vous entendrez rarement Pascal Perry faire l'éloge du soviétisme. Ça, c'est la concurrence. De la concurrence. Quand il y avait l'Union soviétique et les États-Unis, il y avait des phénomènes de concurrence. L'Union soviétique a gagné les premières manches, mais les États-Unis ont largement pris leur rôle. Et justement, la conquête de la Lune, la reconquête de la Lune et la conquête de Mars s'inscrit dans la concurrence États-Unis-Chine désormais. Absolument. C'est la raison pour laquelle Donald Trump, lors de son premier mandat, a relancé la route vers la Lune, parce que les Chinois avaient dit qu'ils avaient l'intention de se poser sur la Lune en 2029. Donc tout de suite, Donald Trump, qui n'est pas très au courant des lois internationales, ne sait pas qu'aucun État ne peut revendiquer la propriété d'un astre quel qu'il soit. Donc c'est pas parce que les États-Unis se sont posés les premiers sur la Lune que les ont planté leur drapeau. Lui, il considère qu'il faut que les États-Unis gardent la Lune. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a relancé la conquête vers la Lune, c'est à cause des Chinois. Et on est aujourd'hui dans la même configuration qu'on était dans les années 60. Sur la Lune, exactement ce que... Non, lui, il veut le titre de propriété. Il veut le titre de propriété. Comme sur le Groenland. On repart à la cité de l'espace à Toulouse avec Célia Giusfredi, notre envoyée spéciale cité de l'espace à Toulouse. Célia, c'est à vous. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu, vous, ce décollage de Sophie Adno? C'était assez impressionnant, si je puis dire, car il y a un peu de stress au début quand on voit cette fusée décoller dans cet amas de fumée et de feu. Tout le monde retenait son souffle ici, les experts, mais aussi le public. Et c'est qu'après les premières 2 minutes 30, quand la fusée s'est séparée une première fois, que tout le monde a pu souffler, car c'est le moment qui est le plus critique et le plus dangereux. Après, il y a eu énormément de joie, des applaudissements de la part du public. On a vu aussi beaucoup d'enfants qui étaient là pour la première fois, qui voyaient pour la première fois une fusée décoller avec des étoiles plein les yeux. En tout cas, d'après ce que l'on sait, tout s'est très bien passé. On a pu voir d'ailleurs les astronautes se réjouir sur les images qui nous étaient fournies. Maintenant, un long voyage se prépare, 34 heures avant de rejoindre la station de l'ISS. Astronaute de l'agence spatiale. Merci beaucoup Célia pour ce compte rendu. À tout à l'heure. Alors, nous étions en train de débattre de cette capacité de progrès. Le progrès technique, l'innovation, et c'est à cela peut-être que ça sert. Est-ce qu'on peut être un peu précis, Christine, Didier, sur les expériences précisément que Sophie Adno va être amenée à effectuer une fois dans la Station Spatiale Internationale? Oui, alors je peux vous passer en revue celles qui ont été préparées par le CADMOS, qui est un des services du CNES, le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française. Alors on a d'abord EcoFinder, qui est un système d'échographie en autonomie complète. N'importe qui, à l'issue de cette expérience, devrait être capable de réaliser une échographie de soi ou d'un patient. J'imagine que ça utilise l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, bien entendu, réalité augmentée. Ça veut dire qu'on peut se surveiller soi-même. Absolument. Jusqu'à présent, on avait des montres connectées qui vous donnaient le rythme cardiaque, la tension éventuellement. Là, on va pouvoir pratiquer un examen
qui est réservé à un professionnel. Absolument. On va pratiquer l'examen, mais on ne va pas forcément pouvoir l'interpréter. D'accord. Il faudra l'envoyer à quelqu'un. Il faudra renvoyer les données, bien sûr. L'expertise. C'est pas bon pour les hypochondriaques comme moi, ça. Bon, allez, quoi d'autre? C'est déjà énorme. On a la même chose, mais en fait pour les os, on va, parce que vous savez que dans l'espace, comme il n'y a plus de pesanteur, les os se déminéralisent puisqu'ils ne travaillent plus finalement. Et donc on a besoin de voir comment cette déminéralisation peut se dérouler. Donc ça c'est EcoBones. On a une autre expérience de suivi physiologique des astronautes. En fait, on va finalement enregistrer toutes leurs données vitales et voir comment elles évoluent au cours de Ça, c'est une expérience qui pourrait être très intéressante sur Terre. Dans le futur, ce sont des mini-capteurs. Jusqu'à présent, quand les astronautes voulaient enregistrer leurs données physiologiques, ils étaient obligés de se brancher à une machine qui les enregistrait. Là, ils auront des capteurs autonomes qui prendront toutes les mesures pendant qu'eux vaquent à leurs occupations dans la station. Et ils n'auront plus besoin d'être branchés à une machine pour enregistrer leur rythme cardiaque, leur système pulmonaire, etc. Ah, alors attendez. Là, Non, ce sont des images qui sont rediffusées. Non, je pensais que une nouvelle étape était en train de se produire. Non, pardonnez-moi. Allez, poursuivez, Christine. Donc ces mini-capteurs, les chercheurs qui les ont mis au point ont beaucoup d'espoir dans le futur pour qu'on puisse les utiliser dans des EHPAD, par exemple, où on pourra mettre ces mini-capteurs sur des personnes âgées et on pourra savoir... en temps réel dans quel état elles sont et intervenir en cas de besoin.